Bonjour à tous, bienvenue dans Parole sacrée, la nouvelle émission des témoins de Jéhovah consacrée à la parole sacrée. C'est pas mal parce que guide ultime, guide suprême, parole sacrée, il y a un lien spirituel. Mais j'y ai pensé, et tu es un peu notre guide spirituel à tous depuis de Mais, nombreuses années. mais merci. Dans l'émission Heads Up réalisée par les Rabiers, nous recevons Grégory Blumenfeld, le guide des montres pour certains, le guide des montres pour d'autres, Grégory Blumenfeld pour d'autres encore, Greg pour les intimes. Donc voilà, vous le connaissez un petit peu parce qu'on avait fait un podcast avec lui, un podcast qu'on va vous remettre juste là, que vous allez pouvoir écouter. Greg, c'est un peu voilà, notre libéré de la montre, libéré des livrets de la montre si tu préfères, qu'on connaît depuis des années parce qu'on avait monté à peu près au même moment un blog, un site informant sur les montres, lui, le guide des montres, nous les rabieurs, et puis ensuite il a vogué dans d'autres missions, d'autres sphères, et aujourd'hui il se consacre à la vente et à l'achat de montres de collection, et il travaille aussi pour Arcurial en tant qu'expert, consultant. Consultant, ouais. Consultant horlogerie pour Arcurial. Ouais. Magnifique, et c'est bien, ça te plaît? Ça me plaît beaucoup, ouais. Parce que tu vois beaucoup de montres et c'est une face encore différente du métier qu'on fait. C'est marrant de naviguer dans le domaine de l'horlogerie, mais de façon différente. Que ce soit de la partie médias, achat, vente, conseil et consultant pour la première maison de vente en France, c'est top. Ah, Arcurial, c'est la première maison de vente en France? Ouais. Sympathique, Ouais. bravo. Voilà, Et merci. Mais merci à toi. On remarque que en ce moment, le marché des ventes aux enchères, il est bien mis en avant, on le voit partout parce que les montres font des prix records. Et c'était pas du jamais vu auparavant, mais on va dire davantage dans les montres modernes. On voit que les acheteurs changent un peu de typologie, de profil, et que les ventes aux enchères se démocratisent, alors qu'au départ, elles étaient davantage réservées aux collectionneurs et aux professionnels du monde de l'horlogerie. Qu'est-ce que tu peux en dire de ça? Je pense que le marché des ventes aux enchères, il existe depuis globalement à peu près 30 ans, avec notamment des maisons comme Antiquorum, Halsbourg, etc. Et j'ai retrouvé d'ailleurs des catalogues que j'avais achetés dans des foires ou des brocantes dans le début des années 2000, tu vois. Donc j'ai une grosse collection de livres avec des résultats de ventes aux enchères, etc. où tu voyais l'évolution avec des Newman qui étaient à 8-12 000 francs, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Où tu voyais paradoxalement que les quartiers étaient beaucoup plus, se vendaient le double d'un Newman. J'ai retrouvé ça il y a 2 semaines, tu vois, donc des quartiers un peu rares. Tu veux dire quartiers en or, un peu des années quartiers en 30, or, années 40, des tanks cintrés des années 60 ou des modèles un peu spécifiques. Donc effectivement, ce qui est bien avec les ventes aux enchères, c'est de voir des produits qui sortent un peu de nulle part et qui sortent qui ont des belles provenances. Là, ce qui est intéressant avec les ventes aux enchères, c'est ça, c'est d'avoir surtout des belles provenances, d'avoir des montres de famille qui sont exposées entre guillemets au grand jour et sur lequel tous les acheteurs, collectionneurs, pros, tout ce que tu veux, les gens sont compètent pour acheter cette montre. C'est-à-dire que c'est vraiment celui qui va aller le plus haut et qui va se battre le plus pour l'avoir. Tu vois, donc le prix du marché, c'est vraiment le prix auquel la personne, l'acheteur final est prêt à mettre. D'accord. Tu veux dire, ça c'est en gros maison de vente aux enchères. On se rapproche d'un prix qui serait vraiment le pur prix du marché parce que tout le monde se fait c'est la réalité, quoi. Ouais. Parce que au moment T, la montre vaut ce prix-là, alors qu'une montre peut se retrouver en vitrine à un prix 10% ou 20% au-dessus du prix du marché. La montre peut rester 6 mois en vitrine et pas se vendre. Là, tu sais que au moment T, la montre va se vendre, quoi qu'il se passe, et le prix que ça va faire, c'est le prix réel de ce que ça vaut sur le marché. Ok, est-ce que tu remarques quelque chose par rapport aux montres modernes? Quand je parlais de records, en l'occurrence, évidemment, on a vu des records avec des montres, des vraies montres de collection, si je puis dire. Mais après, sur des montres modernes, où il y a eu beaucoup de production, on sait que les montres ne sont pas forcément rares, est-ce que il n'y a pas un changement de paradigme entre, à l'époque, où en fait, la condition et la rareté faisaient tout, et aujourd'hui, la condition fait toujours tout, mais la rareté, c'est un peu différent, quoi. Plutôt l'inaccessibilité des montres dans les boutiques. C'est un vaste, ouais, bien sûr, ouais, c'est en plein dans ce qu'on vit maintenant. Et c'est vrai que quand tu parles de rareté, typiquement, une Daytona céramique, une Nautilus 5711, en aucun cas c'est un produit rare dans la mesure où tu en veux une, tu l'as tout de suite. Les prix sont certes élevés, c'est toujours mis en avant par l'offre et la demande, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu veux une Daytona céramique, il y en a. Quoi qu'il se passe, tu en as 500 sur le chrono 24, tu regardes sur 5711 pareil, tu en as 200, 300, donc c'est pas une montre rare en soi, et globalement, tu mets 10 montres à côté, tu vas avoir 10 montres identiques. Il n'y en a aucune qui va se différencier par sa provenance, de par sa patine, de par l'état de conservation de la montre et de par sa rareté. C'est-à-dire qu'un beau Newman ou une 6538 ou une belle Patek, je sais pas, une 1579 ou peu importe, une 2499, des montres rares vont se différencier par le nombre qui ont été produites
donc du modèle en fait. Et par exemple, un exemple, parce qu'on parle tous de la Nautilus en ce moment, typiquement, il y a une incohérence dans le marché aujourd'hui qui est que tu peux trouver une 3700, donc le modèle Nautilus Jumbo de 76, qui est sorti et qui a été livré les premières en 77. On est au même prix qu'une 5711 qui a été produit pendant de 2007 à 2021. Donc il y a une très grande période de production dans lesquelles les productions ils livraient beaucoup plus de montres qu'à l'époque. Ce n'était pas les mêmes capacités de production. Et en plus, la 3700, il y a eu quelques années de production. Il y a eu à peu près 1200 modèles en acier, je ne sais plus combien en or, mais donc le modèle est plus plat, elle est plus exclusive, elle est plus élégante. Et tu mets les deux à côté, une personne qui a un œil averti va tout de suite, je pense, préférer une 3700. C'est mon avis, mais et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas forcément ce modèle d'avant et qui voient le marché actuel aujourd'hui et qui se disent là, je vais acheter une Nautilus 5711 à 200 000 euros. Ce qui est pour moi, c'est une hérésie, mais je pense qu'il y aura une correction sur le marché tôt ou tard. Pareil pour la Daytona. Tu vois, aujourd'hui, une Daytona, on s'est parlé il y a une semaine, le prix a évolué en une semaine. Donc la référence 116-500 LN, qui est une Daytona céramique, cadran blanc, aujourd'hui se monnaie entre 45, 50, voire même un peu plus, si c'est une montre de 2022. 50 000 euros aujourd'hui, on est quasiment au prix d'un 62-65, qui est le Daytona mécanique des années 70, qui est beaucoup plus élégant, qui a une boîte plus fine, plus rare. C'est un non-sens pour moi, mais après, c'est toujours pareil. Je pense que c'est le marché, tant qu'il y a des acheteurs. Ça peut être un non-sens, c'est le marché, mais ça peut être un non-sens. Bien sûr, non, mais je pense que tôt ou tard, il va y avoir une correction et qu'on ne pourra plus garder. Tu ne peux pas mettre un 62-65 ou un 62-63 au même prix qu'une montre moderne qui est produite sur des grosses quantités de production. Voilà. Mais comment tu peux, sans avoir les solutions magiques, les explications magiques, mais est-ce que tu as des données qui permettent de comprendre un peu plus pourquoi on a eu ce changement-là et aujourd'hui, tu as ces 5711, ces Dayto céramiques qui font des prix absolument débiles et qui vont même taper jusqu'aux montres les plus rares, qui sont leurs ancêtres, entre guillemets. Ça s'explique par quoi un changement de psychologie des acheteurs? L'acheteur a changé, c'est-à-dire que le marché de la montre de collection, c'est un marché qui est, tu vois, on en parlait la dernière fois, mais c'est un marché qui est relativement jeune quand tu compares le marché de l'art par rapport à plein de choses. Tu vois, il y avait des gens il y avait des marchands de tableaux il y a 500, 600 ans. Donc c'est un marché qui est beaucoup plus mûr. Et aujourd'hui, le marché des montres a commencé dans les années 80, tu vois, la crise du quartz, ça a été disruptif avec les gens qui ont commencé à acheter des montres quartz, à revendre leurs montres mécaniques. Il y a eu un switch qui s'est fait, et à ce moment-là, il y a peut-être des puristes, je pense, il y a des puristes qui se sont dit, je conserve ces montres-là parce que la montre est belle, parce que il y a une bienfaction qui est quand même différente, parce que c'est mécanique, parce qu'il y a une définition différente, etc. Donc le marché s'est créé à partir de ce moment-là. Donc du coup, il y a des personnes qui ont créé des collections. Donc le marché globalement, le marché a 40 ans. Donc c'est un marché qui est quand même très jeune. Et aujourd'hui, d'autant plus encore plus qu'il y a 5 ans, le marché est encore plus dynamique. C'est un marché qui bouge tous les jours, au même titre que la bourse. Tu vois, tu as des cotes qui évoluent. En l'espace d'une semaine à l'autre, les montres peuvent prendre 5-10%. Donc ça a ramené d'autres typologies d'acheteurs. Donc le collectionneur d'avant n'est plus là en fait pour acheter des montres. Parce que on parlait de la Nautilus 5711, je l'ai connue à 15 000 euros, 15, 16, 17 000 euros. Aujourd'hui, elle en vaut peut-être entre 150 et 200. Donc les gens qui ont connu ça avant trouvent ça déraisonnable. Je vais reprendre un terme qu'on entend souvent, c'est aberrant de se dire mais comment c'est possible d'avoir l'évolution comme ça. Donc du coup, ces anciennes personnes qui achetaient ces montres-là à 15, 17 000 euros, qui l'achetaient chez Patek sans avoir de liste d'attente, et j'ai même des clients qui ont acheté ça en 2007. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont dit tiens, j'aimerais bien avoir une Nautilus. On n'en a pas là tout de suite. On vous rappelle quand on en a une. Ils l'ont rappelé 2 semaines après. Il dit écoutez, c'est pas le bon moment parce que j'ai eu, je sais pas, un achat entre temps. Il dit pas de souci, on vous rappelle quand on en a une. Et puis voilà. Et 3 semaines après, il a eu une montre. Et tu vois, c'était au prix retail et ça se vendait sur le marché au prix retail. Donc du coup, ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui, les collectionneurs ont gardé leur collection ou alors ont vendu les pièces et vendent et regrettent. C'est-à-dire qu'ils ont vendu et regretté de se dire putain, l'évolution a été telle que j'ai perdu, entre guillemets, j'ai pas gagné 100 000 euros sur une montre. Si je l'avais gardée, j'aurais gagné cette somme-là.
Et donc les gens gardent en se disant bah, peut-être que ça va encore augmenter. Donc c'est un peu, les collectionneurs ne savent pas trop quand est-ce qu'il faut vendre, pas vendre. Et paradoxalement à ça, tu as une nouvelle typologie d'acheteurs qui voient en ça justement le côté l'investisseur, spéculateur. C'est même plus des collectionneurs, on est passé du collectionneur au spéculateur. Donc tu as des gens qui demandent presque un rendement sur la montre et qui se disent voilà, j'achète aujourd'hui, voilà, on est en janvier, quel prix elle fera en juillet. Et est-ce que le niveau de connaissance aussi il est différent? Parce que j'imagine qu'avant, quand tu achetais des pièces comme ça, tu te renseignais sur le mouvement, les finitions, le cadran, et puis l'histoire. Si on parle de la Nautilus, on peut parler de plein d'autres modèles, du Daito, ce que tu veux, mais il y avait une histoire, il y avait une évolution du design, une évolution des mouvements. Est-ce que ces gens aujourd'hui achètent juste parce qu'ils demandent des conseils, on leur dit il faut acheter ça, il faut acheter ça? Mais le spéculateur actuel, en tout cas, c'est un peu un mouton qui suit des tendances. On lui dit ce qu'il faut acheter. Il ne réfléchit pas par lui-même en fonction de son œil qui est flatté par la beauté d'un objet. Tu vois, c'est un peu ça c'est en ce sens-là que ça a changé parce que voilà, on lui dit qu'il faut acheter une Nautilus, Daytona, Royal Oak. C'est le trio gagnant et 3 marques. Donc aujourd'hui, le marché tourne, le gros du marché tourne sur Rolex, Patek, Audemars. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que c'est 3 maisons indépendantes. Patek, je ne sais pas encore combien de temps ça va l'être, mais voilà. Mais le marché tourne sur 3 marques, globalement sur 3 modèles, 3-4 modèles. Donc, alors que le collectionneur, lui, était tout le temps en quête d'un nouveau modèle, d'un nouveau type de modèle, d'une version différente qui n'a jamais vu le jour ou qui serait un pseudo-prototype, etc., pour avoir un modèle encore plus rare. Aujourd'hui, le spéculateur actuel, il n'est pas du tout dans cette recherche-là. Il cherche un produit de placement, un produit facile. Donc, c'est compliqué d'acheter un Newman pour un néophyte, même pour certains marchands, c'est compliqué de savoir si la lunette, c'est, tu vois, sans rentrer dans les détails, mais la lunette MK1, les poussoirs MK1, MK2, 3, etc., c'est pointu. Et il ne faut pas se planter sur le cadran qui représente 90% du prix de la montre. Donc, s'il y a une tache, si les plombs ont été refaits, donc c'est quelque chose de compliqué, de pointu. C'est vraiment pour une personne avisée qui connaît. Alors qu'aujourd'hui, on te dit, voilà, achète une 5711, elle est boîte papier ou non. Enfin, c'est la question qui revient le plus souvent, ouais. Est-ce que tu vois aujourd'hui encore des mecs qui t'envoient parce que c'est assez représentatif parce que c'est ton métier aussi, des gens qui t'envoient toujours déjà il y a 4 ans, tu nous en parlais, dans tes messages privés, tiens, qu'est-ce qu'il faut acheter, quel investissement est le bon, etc. Nous, on en a encore aujourd'hui, donc toi, j'imagine que tu dois en déborder de trucs comme ça. Après, tu as tellement mis de stop à des gars en disant, écoute… Ouais, non, mais moi, je réponds bêtement, achète ce qui te plaît, quoi. Mais parce que c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, moi, je fais ces métiers-là par passion. J'ai commencé à m'intéresser de façon très active aux montres au début des années 2000. Et donc, j'ai vu ces 20 ans d'évolution. Et c'est dingue de voir l'évolution que ça a pris, l'essor que ça a pris, l'intérêt pour les montres, mais de tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, on se faisait passer pour un geek quand tu disais que tu collectionnais ou que tu t'intéressais aux montres. Aujourd'hui, je veux dire, n'importe qui, tu vas dans un restaurant, tout le monde, enfin, la personne qui te sert, etc., reconnaît à l'œil de voir ce que tu as au poignet. Et donc, tout le monde s'y intéresse parce que les gens, ils voient aussi une valeur refuge parce qu'en même temps, je sais pas, il y a des gens qui avaient 10-20 000 euros sur leur compte en banque qui ont préféré retirer l'argent de la banque, investir dans une montre et tu as des rendements qui n'ont rien à voir. Donc, moi, je veux dire, à l'origine de tout ça, il s'est passé quelque chose. C'est pas… il y a eu un vrai changement dans ce milieu-là. Il y a eu l'avant et l'après-Covid. Tu l'as ressenti toi? Ouais. L'avant Covid, les gens, il y avait évidemment, enfin, je veux dire, l'évolution des montres a été, ça s'est fait en l'espace de 20 ans. J'ai vu des 62-63 au début des années 2000 où ça se vendait, je sais pas, l'équivalent de moins de, ouais, ça devait passer, je crois que c'était à 80 000 francs au passage à l'euro, donc 10-12 000 euros, enfin 12-13 000 euros, et aujourd'hui ça vaut, c'est monté jusqu'à 100 000. Donc l'ascension a été fulgurante, on va dire. Et justifié parce que c'est des montres rares qui étaient… mais on est passé aussi par la période des années 70 où des marchands faisaient des pancartes dans des encarts publicitaires, dans des bouquins où ils mettaient « Nous n'achetons pas de Daytona ». J'en suis un. Ils ne voulaient pas les reprendre on pour acheter. acheter. On ne veut pas reprendre les Daytona. Ils achetaient des Daytona en or, etc. Mais parce qu'ils ne savaient plus quoi en faire. Et les vendeurs, les distributeurs Rolex à l'époque se retrouvaient parfois… Tu vois, j'ai eu des montres qui étaient vendues en neuve, je sais pas, qui étaient produites en 76 avec le papier de vente en 82. Donc, tu vois, ça te donne l'idée d'aujourd'hui. Tu vois le paradoxe entre il y a 40 ans, 50 ans et aujourd'hui où il y a des listes qui sont interminables où tu peux même pas
te mettre sur liste. C'est-à-dire que tu as limite des pré-listes où tu vas connaître quelqu'un pour pouvoir être sur liste. On marche sur la tête. Et toujours par rapport à ça, tu vois, la différence entre les prix du vintage et du moderne, l'incohérence pour moi, il y a 10 000 rapprochements possibles, tu vois. Mais par exemple, tu prends dans le milieu de l'automobile, par exemple, c'est comme si une 275 GTB 4 valait le même prix qu'une 812 Superfast, qu'une Ferrari, tu vois. C'est une 275 GTB 4, ça vaut entre 2,2 millions, 2,5 millions, 2,8 millions. Et une 812, je sais même pas, je m'intéresse pas vraiment à ça, mais une 812, je suis plus calé en vintage que moderne. Mais ça vaut peut-être au moins 300 000 400 000. Ouais, 300 000 balles. Mais tu vois, l'incohérence, elle est là. C'est qu'une 275 GTB, c'était manufacturé d'une autre façon. Il y a beaucoup moins d'exemplaires en circulation. Et une 812, c'est pareil, c'est fait à la chaîne. Donc voilà, tu parles des voitures, c'est ça. Et, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est un rapprochement. Ouais, le rapprochement, c'est qu'aujourd'hui, une Daytona ancienne ne peut pas coûter le même prix qu'une Daytona céramique. Voilà. Et au même titre, dans les meubles, c'est pareil, dans le design. Une chaise Jean Prouvé, c'est comme si une chaise Jean Prouvé que tu achètes au corner shop ou n'importe quel vendeur, je ne sais pas combien vaut une chaise Jean Prouvé neuve. Des centaines d'euros, j'imagine. Ouais, peut-être 400-500 balles, mais alors que les vintage peuvent valoir 10-15 000 euros. Tu vois. Donc une chaise Jean Prouvé, c'est comme si c'était les mêmes prix. Une chaise Jean Prouvé, tu en veux 50, tu as une entreprise, tu dis voilà, j'ai besoin de celle de réunion, je vous en commande 50, tu as les 50. Une ancienne, c'est toujours pareil. C'est correct. C'est rechercher le modèle qui a été bien conservé. Et dans les collections, ce qui n'arrive plus aujourd'hui. Il y a quand même 2 points importants, c'est l'état de conservation d'une montre et la rareté. Donc quand tu as une pièce qui est très très rare et qui est dans un état de conservation mint intact, tu peux demander un peu, entre guillemets, le prix que tu veux, parce que tu seras toujours le seul à l'avoir. Les autres sont corrélés par le prix du marché avec des tendances et des cotes, etc. Et c'est un peu articulé aussi par des nouveaux arrivants en tant que marchands, des gens qu'on ne connaissait pas, nous, il y a 15 ans, qui sont arrivés dans ce milieu-là, qui sont issus de la banque, de la finance, et qui se sont dit, voilà, je vais monter ma société dans le trading comme de matières premières. C'est-à-dire qu'en gros, je vais articuler des achats et reventes de montres parce que je vois donc tu as des mecs qui commencent à faire des graphiques, etc., mais qui n'ont pas la connaissance d'il y a 15 ans et qui n'ont pas connu justement ces montres avec toutes les différences que le marché pouvait comporter. Et donc, voilà, maintenant, c'est pour ça que tu as des clients qui t'appellent et qui veulent des renseignements. Et moi, je suis venu dans ce milieu-là par passion et j'ai l'impression parfois d'être un conseiller financier et de dire voilà, quelles sont les actions sur lesquelles il faut miser aujourd'hui. Tu vois. Donc, c'est compliqué aujourd'hui. Voilà. Mais après, je pense qu'il va y avoir une correction sur le marché. Mais bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans les montres et ça va encore beaucoup évoluer. Et c'est un marché qui, comme je disais tout à l'heure, c'est un marché qui est encore très jeune. Donc, ça sera intéressant de refaire un point dans une semaine. Non, mais non. Évidemment que non. Mais, dans quelques mois, oui, en effet. Mais ouais, fin 2022, on peut voir ce qui va se passer. Et déjà, il y a les 50 ans de la Royal Oak cette année, la vente Philips. Donc déjà, je pense que ça risque de pas mal bouger sur le marché. Et donc voilà, mais c'est intéressant. C'est un marché qui est en mouvement, donc ça veut dire que c'est un marché qui est bien vivant. Donc, peu importe, aujourd'hui, en fait, en gros, la typologie d'acheteurs a changé. Les gens vont plus forcément, ceux qui vont s'intéresser aux montres, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, vont plus forcément être les collectionneurs d'antan ou les geeks, comme tu disais, au début des années 2000, qui étaient vraiment vus comme ça parce que personne ne s'intéressait aux montres. Donc, d'un côté, c'est une bonne chose parce que de plus en plus de personnes aiment les montres. Et donc, l'accès à l'information est de plus en plus facile. Facile, ouais. Mais peu importe, en fait, ce qui a changé aujourd'hui, c'est peut-être un œil... plus le temps de prendre des connaissances, de voir vraiment ce qui nous plaît, même un changement dans la notion de beauté en fait. Ce qui pouvait nous sembler beau auparavant, pour aujourd'hui des personnes qui vont acheter et qui vont mettre ces prix-là, sont plus du tout les mêmes choses. Et j'en parlais récemment avec Arthur et Tiffany de chez Philips, qui me disaient que dans leurs acheteurs, il y avait beaucoup de crypto guys, qui avaient un fonds d'investissement, quelques investisseurs, vraiment, c'était quelque chose de super réel, quoi. Ouais. Et un autre point, c'est que quand je te parlais de typologie d'acheteurs qui avaient changé, c'est qu'effectivement, tu as des spéculateurs, mais au-delà de ça, tu as aussi des personnes qui viennent d'un autre milieu, et il y a beaucoup de nouveaux acheteurs qui proviennent du milieu de l'art. Donc, quand tu as des personnes qui achètent des toiles à plusieurs dizaines de millions d'euros, je pense à un Basquiat qui a fait 110 millions de dollars chez Sotheby's à New York. Ouais. Donc, tu imagines bien que la personne qui achète ça à 110 millions de dollars dans un but d'investissement, il va forcément arriver sur le milieu de l'horlogerie, voyant les courbes d'évolution. Donc,
Donc voilà, donc effectivement, après, quand tu as une montre qui fait, qui est estimée à 500 000, les mecs, ils peuvent bider 100 000 de plus, 700, 800, enfin, ils peuvent se permettre d'aller dans ces zones de prix parce que justement, ils ont dans d'autres stratosphères avec l'art. Et que ça soit quand tu regardes les prix des Banksy, etc., ça n'a rien à voir. Après, il y a ce milieu du moderne où c'est entre guillemets facile et je pense que c'est les nouveaux acheteurs qui arrivent sur le marché et qui achètent, comme on disait, des Nautilus modernes, des Daytona modernes, des Royal Oak modernes. C'est un peu la porte d'entrée de ce qui va constituer leur collection par la suite. Parce que c'est facile, il n'y a pas besoin de réflexion, etc. Mais au bout d'un moment, quand tu as eu ça, tu veux aller toujours plus. Un collectionneur veut, même si c'est des spéculateurs, ils ont quand même cette âme de collectionneur, de se dire voilà, j'ai envie d'aller plus loin et d'avoir quelque chose encore plus rare. Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va creuser c'est ce qui va creuser l'écart. Et c'est des personnes qui vont arriver tôt ou tard sur des Newman, des 65-38, des cadrans Gilt, Ça, tu l'as observé aujourd'hui, ça? Ça va arriver parce que tu peux pas avoir, comme je disais tout à l'heure, tu peux pas avoir une Daytona céramique au même prix qu'une Daytona vintage qui est 1000 fois plus rare et qui est plus élégante. C'est mon avis, mais je veux dire, tu mets les deux à côté, il y a une évidence. Ce qu'on disait pour les montres modernes, c'est que c'est facile. Ouais. Boîte papier, etc. On trouve plein d'informations. Même si on trouve de l'information sur les anciennes, c'est quand même plus compliqué d'acheter les anciennes parce qu'il y a eu le temps qui est passé par là, il y a eu des changements parfois, il faut avoir un œil un peu plus expert ou demander en tout cas le conseil de quelqu'un qui est avisé. Donc c'est tout de suite plus compliqué. Et donc du coup, en même temps, tu vas avoir une rareté. Là, tu tombes vraiment sur un marché de montres rares. Si tu tombes sur des montres qui sont rares et en bonne condition, tu sais, c'est comme la mode, donc ça évolue. Donc dans les années 70, Cartier était très à la mode. Dans les années 80, années 90, enfin à partir des années 2000, ça a été combien de clients t'ont dit mais Cartier, je veux pas parce que c'est pas une maison horlogère. Ouais. Et puis tu vois le regain de Cartier, l'explosion qu'il y a eu en l'espace de 3 ans. Tu vois, c'est 3 ans, Cartier a explosé. Donc regarde les records qu'ont fait la Crash. Et qui porte la Crash aussi, quoi. Ouais, voilà. Donc il y a une évolution. Rien n'est statique. Donc le marché est très dynamique. C'est bien pour nous, tu vois, parce que le marché est dynamique. Il y a des nouveaux acheteurs et donc du coup, il en faut entre guillemets pour tout le monde. Donc tout le monde ne va pas acheter des Nautilus et des Royal Oak. Ou alors, au bout d'un moment, ils vont se dire mais j'ai envie de. C'est un truc con, mais tu te retrouves à un dîner avec 5 personnes qui ont une 5711. Mais ça arrive. Quand tu as envie de te différencier un peu et d'avoir une montre un peu plus raffinée et qui est un peu différente, tu vas peut-être aller sur une 5402 série A, qui est une montre qui a eu 2000 exemplaires. Quand bien même sur les 2000 exemplaires, entre ceux qui restent en circulation, qui existent encore, et ceux qui sont en état mint, avec un cadran d'origine, avec une belle patine, avec une montre qui était préservée, il reste quoi? Il reste peut-être 500 montres, et encore. Oui, ou alors chez les indépendants, chez Journe par exemple, quand tu vas Journe, MBNF, de Béthune. Et quand bien même, il y a un autre. T'aimes bien dire quand bien même? Ouais, je le dis souvent quand même. Il faudrait peut-être que je. Et il y a un autre point qui est important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'acheteurs, collectionneurs, spéculateurs, enfin ce que tu veux, qui ont acheté ces montres-là, et c'est des montres qui ne reverront jamais le jour. Tu vois, il y a des très belles 5402 qui a un cadran marron avec une très belle patine. C'est une montre qui est entre guillemets unique parce qu'elle a cette patine-là, mais elle est semblable à aucune autre. Et c'est une montre qui ne reverra peut-être jamais le jour dans une collection, sur le marché. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que la rarification des pièces fait que tu auras toujours des Daytona céramiques sur le marché. Tu vois, un très beau Newman vissé avec les poussoirs Miller Ridge en laiton chromé, etc., avec un beau cadran d'origine, il y a un côté unique, tu vois, et c'est ce qui fait le prix. Au même titre qu'une œuvre d'art, un tableau, c'est pas une litho. Tu vois, je ne veux pas faire un parallèle entre les Daytona céramiques ou les Nautilus qui sont comme des lithos. Mais tu vois, une lithographie, tu fais 500 pièces, tu en fais 1000. Je veux dire, ça vaut toujours de l'argent, mais c'est. Parfois, on se touche un peu sur les lithos en plus. Ouais, déjà, mais notamment Banksy, mais une très belle pièce de collection, une Patek 2499 ou une 1518, qui sont les premiers chronographes quantième perpétuel chronographe. Ça reste une pièce majeure dans l'horlogerie. Et si chaque montre a son état de boîtier jamais touché, un très beau cadran, tu vois, le feu du cadran qui est vraiment qui est illuminé, etc., ça restera au même titre qu'une œuvre d'art, une pièce unique. Toujours exceptionnel. Tu vois, et une toile, une huile fera toujours plus qu'une litho. Enfin, c'est con de le dire, mais il faut quand même le dire. Donc voilà. Donc une montre moderne qui est faite avec des techniques d'usine, d'industriel, enfin pas industriel, mais il y a un côté, tu vois, toutes les montres sont semblables.
elles changeront jamais. C'est des montres qui, il n'y aura pas d'oxydation, il n'y a pas y avoir de changement de couleur de cadran, etc. Donc, les montres ne changeront jamais. Alors que les matériaux d'époque, les peintures qui étaient sur les cadrans, qui étaient la réaction avec le laiton qui changeait de couleur, etc., avec le plexi qui faisait une espèce il y avait un procédé thermique qui faisait que le plastique, quand ça chauffait, ça... Donc, tu as des cadrans qui ont vraiment des très belles décolorations qui font que ça fait des pièces uniques, et ce qu'il n'y aura plus jamais avec le saphir, avec les techniques aujourd'hui, la céramique qui ne bouge pas. Mais c'est très bien aussi parce que ça en fait des produits qui ne vont pas s'altérer avec le temps. Mais ça perd un peu de son charme. Et peut-être que du coup, les personnes qui ont commencé par, comme tu dis, cette porte d'entrée des montres modernes, finiront par les montres très très rares. Ouais, ce qui est sûr, c'est que les gros collectionneurs s'intéressent pas à toutes ces pièces dites de spéculation, en fait. Oui, non. Parce que au-delà de ça, c'est tellement, les prix sont tellement. Aujourd'hui, tout le monde, même entre nous, entre marchands, quand on en parle, tous les jours on hallucine. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très marrant, c'est quand tu parles avec des potes marchands, tu te dis, mais en fait, tu peux pas avoir toutes les références, suivre tout le marché déjà. Donc, ce qui est marrant, c'est que tu dis, en fait, tu te dis, tu oublies une référence pendant, ne serait-ce que, je vais aller loin, je vais dire un mois. En l'espace d'un mois, tu regardes l'évolution d'une cote de montre sur le marché, tu te dis, mais attends, j'ai l'impression de m'être endormi pendant un an et d'avoir été coupé du monde. Et encore, parfois ça peut être une semaine ou deux semaines. Les Oyster Perpetual avec le cadran dit Tiffany, là, au début, tout le monde s'en foutait. Et quand Patek a sorti son. Il y avait toujours un premium, tu le payais un peu plus que le prix. Mais comme tout, tu les payais toutes plus cher parce qu'elles étaient difficiles à avoir en boutique. Peu importe le cadran, qu'il soit jaune, qu'il soit vert ou qu'il soit turquoise. Mais quand Patek a sorti avec Tiffany son cadran turquoise, le jour d'après, les prix sont devenus complètement débiles, aberrants, pour reprendre le terme, sur ces montres Oyster Perpetual on avait des 30, des 40, 50 000 euros. Après, je ne sais pas s'il y avait des échanges dans la réalité, mais aujourd'hui, le marché, sur l'Oyster Perpetual, il est arrivé par ça. Et c'est sur les montres les plus chères. Je suis d'accord, et ça a été tellement débile que on se faisait des captures d'écran entre marchands. Donc le marché aujourd'hui, on va dire que c'est une montre qui vaut globalement 25-30 000 euros. Enfin, je pense que ça se vend 25-30 000 euros pour le modèle 41 mm. Mais quand il y a eu cette euphorie avec les Tiffany, tu as des marchands italiens qui ont mis les montres à 400-500 000 euros pour ce modèle-là. Donc tu avais un écart qui était de, entre 25 et 500 000 euros. Donc effectivement, le mec qui arrive sur le marché, qui se dit j'aimerais bien me l'acheter, mais il se dit comment je m'y retrouve, quel est le vrai prix du marché. Tous les prix ont été tellement débiles que les mecs se sont dit on va tirer le marché vers le haut, et au final, on se demande tous qui achète ça. Même 25 000 euros, c'est une montre qui vaut 7 000 euros en pré-retail, je crois, peut-être 6 000, je ne sais pas. Mais déjà, ça me paraît tellement lunaire d'acheter ça, ne serait-ce que le double du prix. Mais voilà, donc après, c'est le marché, personne n'arrive vraiment à suivre le marché. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, les acheteurs, spéculateurs, etc., ont tellement peur de passer à côté de certaines choses qu'ils achètent à tout va. Ouais, mais sans même réfléchir et de se dire, ils se disent, mince, j'ai pas envie de louper le prochain train. Donc j'achète tout de suite maintenant 150 de peur que demain ça soit 200. Et je me mords les doigts. Et je me mords les doigts. Donc c'est de la spéculation. On retrouve les mêmes comportements en bourse. Hein. Ouais, mais complètement. Mais après, tu as des mauvais indicateurs. Tu vois, par exemple, typiquement la Tiffany, la 51 Tiffany qui a fait 6,5 millions. C'est un très mauvais indicateur. Je veux dire, c'est pas passé inaperçu aux yeux de tout le monde en fait. Donc n'importe qui se dit mais quoi une montre, il y a des personnes qui connaissent pas le milieu de l'horlogerie, mais ça intervient surtout sur les montres modernes parce qu'il y a cette bulle, et après il y a toujours eu une surcote sur tu vois, je repars sur les montres neuves, mais il y a toujours eu une surcote sur par exemple sur les Daytona, parce qu'aujourd'hui on parle de Nautilus, il n'y a rien qui est achetable aujourd'hui en boutique. Tu veux une Aquanaut, même une Aquanaut, une Aquanaut qui était quand même l'entrée de gamme chez Patek, Heuer Minute. Tu me disais que tu avais du mal, je me souviens, dans les années 2000, tu avais du mal à en vendre. Ouais, mais parce que c'était. Parce que personne n'en voulait. C'était une montre simple avec son bracelet caoutchouc qui était en acier, donc il n'y avait rien de. Aujourd'hui, elle s'affiche jusqu'à 80 100 000 euros. On tombe sur la tête, on marche sur la tête. Et donc voilà, mais le phénomène, le vrai phénomène de tout ça, de la surcote des montres en acier, ça commençait au début fin des années 80, début 90, avec les Daytona.
À l'époque déjà, quand tu avais des Daytona qui étaient, je ne me rappelle plus du prix retail, j'ai les catalogues avec tous les prix, mais déjà une Daytona acier, c'était compliqué à avoir parce que la transition avec les mouvements mécaniques, le Valjoux 727 et la Daytona Zenith qui était automatique, c'était un peu une vraie innovation pour Rolex d'intégrer un mouvement hyper précis, automatique de El Primero. Ouais, donc fin des années 80, pardon je te coupe, mais fin des années 80 déjà quand cette montre est arrivée, peut-être par le fait qu'ils aient du mal à s'approvisionner avec Zenith qui devait fournir beaucoup de calibres et c'était pas eux qui les fabriquaient, donc ils géraient pas tout ça en interne. Donc du coup ils devaient avoir des commandes et peut-être qu'ils livraient pas beaucoup de Daytona et que le mot s'est transformé et que tout le monde a voulu une Daytona et donc tu l'as payé un petit peu plus cher pour l'avoir. Je te dis connerie, ça valait j'essaie de me rappeler des prix, mais si ça valait peut-être 20 000 francs, les gens les payaient peut-être 25 30 000. Et le vrai phénomène, ça commençait avec la Daytona. C'est intéressant. Mais en même temps, ce qui est différent, c'est que tu me dis qu'on arrive sur une innovation majeure, quand même le passage à un mouvement auto de chronographe, en l'occurrence ici avec des mouvements El Primero. C'est quand même une innovation qui fait que je peux comprendre que certaines personnes se disent eh, ça, j'ai vraiment trop envie de l'avoir parce qu'au-delà du. Merci Jean-Michel. Parce qu'au-delà du Daytona qui est une montre sympathique, là d'un coup, tu avais le Daytona automatique et en plus dedans un mouvement de chez Zenith qui était prouvé par sa qualité. Donc là, tu as une vraie raison d'achat, tu vois. Ouais, parce que tu as plein de propriétaires de Daytona qui ne se souciaient pas, des Big Red, etc., des années 70-80, qui ne se souciaient pas de ce que ça valait. Ils en avaient rien à foutre, c'est le monde qui portait au quotidien. Ça les faisait juste chier finalement de la remonter tous les 2 jours parce que voilà. Donc là, tu te dis, putain, les gens se disaient à l'époque, c'est quand même génial de pouvoir porter ta montre, tu la poses, tu la reportes. Enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Ce qui était cool, la transition, c'était qu'effectivement, les personnes qui achetaient des Daytona à l'époque dans les années 70 parce qu'ils trouvaient que c'était cool et que c'était surtout une montre qui était liée au sport auto, il y avait un côté, tu vois, je conduis une 911, une vieille 911, une 2 litres 2S par exemple, c'est cool d'avoir une Daytona parce que ça match voiture, bon, tu vois, voilà, il y a un côté sportif qui est évident. Mais il y avait toujours ce problème de la montre qu'il fallait remonter tous les 2 jours, quoi qu'il se passe, tu es obligé de la remonter, etc. La vraie innovation, c'était de pouvoir porter ta montre une semaine et de ne pas t'en préoccuper. Tu avais le bracelet qui était plus solide, tu avais la boîte qui était un peu plus épaisse, tu avais un verre saphir. Donc, c'était un peu en termes de recherche et développement, Rolex a tapé un grand coup de marteau sur la table. Et en fin des années 80, ça a été vraiment Rolex a tapé un grand coup. C'est une nouvelle expression brevetée by Greg Blumenfeld. C'est très beau. Non, mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une innovation à un moment donné, montre automatique, de sport, etc. Ça faisait concorder plein de. Voilà, donc les gens achetaient, c'est normal. Les gens achetaient parce que verre saphir, étanche, donc plus de problème d'étanchéité, plus de problème de la remontée tous les 2 jours. Tu pouvais la porter tout le temps et tu t'en préoccupais moins. Et en plus, la montre était plus solide, etc. Donc, il y a plein de faits. Donc, tu comprends en fait. Voilà. Et comme peut-être qu'avec ce problème de réapprovisionnement de calibre, le 40-30 Zenith et le Primero, peut-être que justement avec ce problème de fabrication, parce que c'est un peu. Rolex a été un gros client pour Zenith. Parce que le calibre et le Primero, on peut en parler, mais ça a été avec l'arrivée du quartz, le calibre a failli tomber dans les oubliettes, quoi. Et il y a un mec de chez Zenith qui a retrouvé des plans, etc. Voilà, exactement. Bon, l'histoire, on va pas développer, mais voilà. Donc du coup, Rolex a été un gros client pour Zenith et ce mouvement a été ressuscité. Et voilà, il fallait relancer les usines, etc., les ateliers de montage. Donc voilà, il y avait une explication plausible du fait que cette Daytona 16520, 16528, 16523 a été vraiment légitime sur le fait que c'était dur de l'avoir parce que c'était dur à produire. Et puis donc c'est les bonnes raisons en fait. C'est les bonnes raisons. Après, ce qui a changé aussi aujourd'hui, c'est que, comme je te disais, ça fait 10 fois qu'on le dit, mais les acheteurs ont changé, mais aussi pour une autre raison. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 70-80, tu achetais une montre à 18-20 ans, tu l'as gardée toute ta vie. Aujourd'hui, donc tu l'as gardée toute ta vie et tu avais une montre, ou tu avais peut-être une montre, une dress watch, tu vois, habillée quand tu es en smoking, mais tu avais une montre de sport. Mais aujourd'hui, le nombre de clients qui ont 3 Daytona, une cadran noir, une cadran blanc, et puis peut-être encore une cadran noir au cas où, et 3 GMT, Hulk, tous les noms à la con, tu vois, les Starbucks, les Spiderman, etc. Donc du coup, les mecs les accumulent. Donc quand les gens te disent, mais en fait, Rolex fait de la rétention de pièces, mais pas du tout. C'est juste que Rolex, ils produisent encore plus parce qu'ils ont des nouveaux sites de production, et ils produisent encore plus. Et le truc, c'est que. Mais un truc tout con, mais par exemple, tu regardes à l'époque, dans les années 80, l'or acier cartonnait, par exemple, en Asie,
Et par exemple, l'or ça cartonnait sur le Middle East, tu vois, tout ce qui était Dubaï, le Qatar. Les gens achetaient beaucoup de montres en or, pavées, avec des commandes spéciales, etc. Aujourd'hui, les gens veulent tous la même chose. Ils en veulent tous 5 fois plus. C'est ça. Le truc, c'est que Rolex ne produit peut-être pas 5 fois plus de montres. Ils étaient à l'époque à 700, 800 000 en termes de production annuelle de montres. Et aujourd'hui, on passe peut-être le million, tu vois, 1 million, 1 million 100. Mais au-delà de ça, donc ils ont augmenté peut-être de 20% leur capacité de production. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, mais peut-être que les acheteurs, il y en a peut-être 10 fois plus qui achètent 10 fois plus. Donc du coup, forcément, on revient encore à ce phénomène d'offre et de demande. Et un peu de bouchon, ouais. Ok. Non, c'est clair, c'est clair. C'est bien. Ouais, merci. Tu analyses bien, tu es un bon analyste. Merci. Ouais. Tu pourrais réfléchis être beaucoup, consultant pour les rabilleurs aussi. Ouais. Si tu veux. Avec plaisir. Ouais. Je t'envoie ma grille tarifaire. Écoute, merci beaucoup, Greg, Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à C'était un plaisir de te recevoir. L'analyse plaisir. est toujours fine et intéressante et on se reverra dans quelques mois, Je sais pas j'imagine. qui- Merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Ça va être drôle, ça, au montage. Merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo Heads Up réalisée par les rabilleurs. On espère que Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Je l'ai pas volé celle-là. Tu l'as pas volé, Michel. Merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo Heads Up réalisée par les rabilleurs. Donc vous pourrez la retrouver. Putain. Pardon. Alors, merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo Heads Up réalisée par les rabilleurs. On espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. En tout cas, vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube, mais également aussi en version audible sur notre chaîne podcast Les Rabilleurs. Dis au revoir à la caméra. Au revoir la caméra. Au revoir la caméra.